On sait que les questions de l'éducation populaire sont des questions que vous avez travaillées, que vous connaissez bien, et donc on souhaitait un peu avoir cet entretien qu'on pourra partager avec l'ensemble des participantes. Malheureusement, les conditions font que vous ne pouvez pas être avec nous, ce qui est dommage, parce que Sète est très jolie. Mais ça aussi. J'adore Sète en plus. Ça sera au moins un moment qu'on pourra partager avec les autres. Voilà. Donc peut-être si vous voulez vous présenter. Je me présente, oui, Jean-Claude Richez. Je suis de formation historien. J'ai un parcours à la fois d'universitaire et de chercheur. J'ai été pendant 12 ans responsable des activités de formation, d'études et de recherche à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc la question qu'on réfléchit en ce moment, qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut nous apporter que les personnes soient plus des usagers de nos services ou des objets de nos interventions, mais des personnes qui collaborent à la réflexion de la transformation. Moi, je pense que c'est absolument essentiel. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, on souffre beaucoup du fait de cette dichotomie croissante, puisque, y compris dans les associations, on a vu de plus en plus une division entre, d'un côté, les professionnels et de l'autre côté, ceux qui participaient d'une façon ou d'une autre et qui ont tendance aussi, en ce qui concerne les publics, à être voilà, une dichotomie entre public et professionnel, et ceux à qui on s'adresse, ou les membres de base, disons, de l'association, et ceux qui sont des professionnels. Alors, je pense que si ça existe aujourd'hui, le mouvement du planning familial, et dans le petit texte que vous m'aviez envoyé, ça me semblait extrêmement intéressant, vous rappeliez que c'était d'abord le produit d'un mouvement, un mouvement de femmes, et avec un principe de base qui était rien sans nous. Alors je pense que la règle, elle reste intangible, c'est-à-dire qu'on est un mouvement, c'est-à-dire que tout le monde doit être à un moment donné dans une position d'acteur et pas seulement de récepteur, que ça c'est absolument essentiel. Et alors, pourquoi plus on élargit la participation, plus on élargit le champ de ce qui peuvent être comment dire, les ressources, parce que chaque personne est une ressource, a une expérience, a des savoirs, a des savoir-faire, a des pratiques. Et je pense que faire place, développer la participation, c'est revenir quelque part aux origines et où on se considère comme membre d'un mouvement à part entière. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué dans l'entretien qu'on a eu un peu de façon préalable que ça se situait dans les perspectives du congrès de 2019. Et moi, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est-à-dire que dans la pratique associative, un moment essentiel, c'est le congrès, et le congrès doit être l'occasion de reformuler l'ensemble du projet de l'association avec l'ensemble de ceux qui sont investis à ce moment-là. Et je pense que dans les pratiques associatives, souvent c'est quelque chose qui est perdu de vue, c'est-à-dire la nécessité finalement de considérer chacun de ces congrès comme un congrès de refondation. C'est-à-dire c'est plus, voilà, où on se réapproprie de façon collective un héritage. Je pense que, alors après, qu'est-ce qui est intéressant dans l'idée de participation, c'est au-delà qu'on partage et on confronte des savoirs et des expériences différentes, et puis on mobilise aussi de l'expertise d'usage. Il n'y a pas seulement de l'expertise savante, et je pense que ça c'est absolument essentiel. Alors, une question qu'on se pose, c'est vrai que les contraintes de professionnalisation de la vie associative, on nous demande d'être de plus en plus performants, de remplir des dossiers où il faut être gestionnaire, avoir des tas de compétences, etc. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que le rapport de force entre ce savoir technique, professionnel, dans les associations, a tendance à être de plus en plus présent, peut-être à cause de contraintes, et qu'en fait on perd du coup ce que nous, effectivement au départ du mouvement féministe, l'expertise c'était les femmes qui l'avaient, elles l'avaient sur leur situation, et même aux médecins, elles ne leur reconnaissaient pas le pouvoir de décider pour les avortements, etc. Je pense que ça c'est la base. Et nous, parce qu'on se rend compte qu'il y a des freins par rapport à ce projet de participation davantage des personnes, où les gens disent oui mais alors nous, quel va être nos statuts?
qu'est-ce qu'on va devenir si les gens deviennent plus acteurs, comment on va se situer, qui a la bonne position, etc. Oui, effectivement, par rapport aux professionnels, ça nécessite qu'ils se repositionnent, c'est-à-dire qu'il n'est plus en position de savoir et de maîtrise, mais il est plutôt en posture d'accompagnement, c'est-à-dire ce qui est à l'origine même la posture du pédagogue, c'est-à-dire le pédagogue, c'est celui qui marche à côté. Donc je pense qu'effectivement, le statut du professionnel ou du bénévole qui intervient comme ressource, eh bien, c'est d'être à côté de ceux avec qui ils travaillent pour les accompagner dans leurs expériences, dans leur parcours et éventuellement dans la mise en œuvre de parcours collectifs. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose, de retrouver quelque part le sens du mouvement. Aujourd'hui, je pense que l'avenir des associations, quelque part, ça passe, effectivement, cette professionnalisation est quelque part indispensable. On est dans une société complexe avec des choses, bon, effectivement, des charges administratives et tout ça, mais c'est de fonctionner comme plateforme d'initiative des adhérents, qui ne sont pas seulement des adhérents, mais qui sont des participants, qui sont des acteurs, en laissant au groupe décentralisé le maximum de place pour développer leurs propres initiatives. Après, c'est de sécuriser, c'est d'enrichir, c'est de faciliter la communication avec les autres groupes, avec le réseau. C'est une tâche déjà extrêmement complexe, mais ça nécessite effectivement un léger repositionnement. Et alors ça, c'est très, très, très difficile, puisqu'on est dans un système éducatif qui est très marqué par cette posture plutôt descendante, de transmission descendante, et qui ne reconnaît pas, comment dire, de compétences et d'expertise à celui auquel il s'adresse. Il y a Jacques Rancière, qui a, bon philosophe, qui a développé ou repris une thèse extrêmement intéressante, qui est celle d'un pédagogue belge, qui est la notion de maître ignorant. C'est-à-dire que le maître, c'est pas ce qui fait sa maîtrise, c'est pas ce qu'il sait, mais c'est aussi sa capacité à partager et à faire partager par ceux avec qui il agit, il travaille. Donc je pense que c'est tout un travail dans ce sens-là. Et oui, ça évolue assez vite et assez facilement, parce que si on met en place ce type de démarche, on s'aperçoit finalement que c'est plus enrichissant. Et je pense que ça nous contamine un peu aussi, et que même par exemple dans la conception des formations, etc., oui, il y a des questions à se poser sur aussi, là dans notre rencontre, oui, on a un atelier sur de réfléchir à comment on construit nos formations, est-ce qu'elles sont, quelle place, par exemple, est-ce qu'on co-anime avec des personnes qui ont une expertise sur ce dont on va parler, comment on peut un peu décentrer aussi pour pas être, même si on le veut pas théoriquement dans ce qu'on a dans nos propos, dans ce qu'on met dans nos textes ou dans nos orientations politiques, on est en éducation populaire, etc. N'empêche que quand on regarde nos pratiques, des fois on se dit qu'on oublie un peu le public et qu'on se comporte, on fait un petit peu aussi de la transmission, même si on a des méthodes interactives, même si on moi je trouve quand même que votre programme il est très bien fait. Non, mais c'est vrai, dans la conception de votre université, c'est une université populaire, ou rencontre de 7, c'est tout à fait intéressant, puisque vous privilégiez les groupes de parole, les ateliers, le partage d'expériences, et je pense que c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut aller. Est-ce que vous pensez que les modes de communication comme les réseaux sociaux, etc., sont des outils qui favorisent, ou bien c'est toujours les mêmes qui se les approprient? Est-ce que c'est compliqué l'histoire des réseaux sociaux, puisqu'effectivement c'est un outil, donc il faut apprendre à se servir de l'outil. Tout le monde n'est pas au même niveau dans l'usage de l'outil et dans l'expérience de l'outil. Donc la maîtrise ou non de l'outil renvoie à des comment dire, on s'investit différemment. Si je maîtrise bien l'outil informatique, eh bien je vais effectivement avoir beaucoup plus de facilité que celui qui ne l'utilise jamais. Mais je pense que sinon c'est un outil absolument extraordinaire de partage, de circulation de l'information, de partage d'expérience, de partage de savoir. C'est un réseau qui fonctionne de façon horizontale. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant de voir comment autour du numérique, on a eu réappropriation de tout un héritage de l'éducation
de l'éducation populaire ou de méthodes d'éducation populaire, de méthodes d'éducation active. Par exemple, l'un des outils souvent mis en avant pour résoudre une question dans le cadre de ceux qui utilisent énormément le numérique, c'est les fameux barcamps qui sont faits, c'est des espaces d'échange collectifs qui sont favorisés par le numérique. Je pense que c'est un outil. Alors après, il y a tout un temps d'acculturation, d'appropriation. Ça ne se fait pas. Il faut au moins une génération ou 2 générations pour. Je vois bien que moi, par exemple, par rapport à mes jeunes collègues, je n'ai pas la même habileté quant à l'utilisation de l'outil. Donc, ce n'est pas la solution universelle, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement utile dans le développement de logiques de participation, de consultation, de mobilisation. C'est extrêmement... Parce que, en soi, c'est interactif. Mais c'est le produit d'une société où, effectivement, on a besoin de communiquer plus, d'échanger des informations, et ça facilite énormément ce besoin d'échange et de communication. On est un mouvement relativement homogène sur le plan social, c'est-à-dire classe moyenne inférieure, je dirais, blanc, 90% de femmes, très peu de diversité, etc. C'est vrai qu'une des idées qu'on avait aussi en travaillant davantage, on a des publics qui sont plutôt des personnes en situation sociale difficile, quartier, après les jeunes, l'éducation nationale, c'est un petit peu tous les milieux, mais c'est vrai qu'on se concentre quand même sur les établissements les plus en difficulté, que dans les quartiers, quand on travaille avec les centres sociaux, on est plutôt sur des quartiers politiques de la ville, etc. À la fois parce que c'est là qu'il y a des financements et qu'on nous demande d'être, à la fois parce qu'on pense que c'est aussi des personnes qui ont moins accès. C'est des enjeux importants. C'est des enjeux importants. Et du coup, une des idées quand même qu'on avait dans la réflexion sur la participation davantage des personnes, de les rendre plus actives, c'était aussi de faire ce lien. Parce que ces personnes, elles ne sont pas chez nous. Peut-être que nos modes de fonctionnement ne leur permettent pas de militer au planning ou la façon dont on... c'est pas qu'on demande à tout le monde d'avoir lu Simone de Beauvoir en rentrant au planning, mais il y a quand même un mode de fonctionnement associatif qui est assez quand même organisé, un petit peu... Voilà. Et donc on essaie à la fois de réfléchir sur les modes d'organisation qu'on a qui peuvent empêcher des personnes de venir militer chez nous, et aussi en se disant peut-être que ces publics qu'on rencontre qui sont pas dans la même situation que nous, peuvent être le lien, ou peuvent venir nous faire prendre conscience et nous apporter, même s'ils ne militent pas, je dirais ils ne sont pas à l'AG, ou ils peuvent y être d'ailleurs, c'est un enjeu aussi qu'ils soient à l'AG, mais s'ils n'y sont pas, comment on peut faire que leurs paroles fassent partie de nos préoccupations et fassent partie de nos réflexions pour le progrès. Je pense que c'est en multipliant... Oui, mais là-dessus, je pense que c'est en multipliant les espaces, justement, de parole pour ceux qui n'ont pas la parole. C'est ça qui est relativement difficile, puisque, en général, ce sont des personnes qui, dans l'espace public, leur parole n'est pas reconnue comme légitime ni autorisée, ne se sentent pas autorisées, et que c'est uniquement à travers la multiplication d'espaces où ils peuvent prendre la parole, où ils sont pris en compte et où on les écoute, parce que souvent, on les laisse parler, puis après on déverse notre savoir. Donc ils sont aussi dépositaires d'expérience, dépositaires de compétences, et je pense que c'est seulement en multipliant les espaces qu'on peut faire transformer cette situation. De ce point de vue-là, et c'est l'une des questions que vous me posiez, je pense que l'expérience d'ATD Carmonde est extrêmement intéressante, puisque ça c'est le principe de base, c'est-à-dire donner la parole et libérer des espaces de parole et libérer des espaces d'initiative pour les plus démunis. Et sur l'idée que les plus démunis sont aussi capables, mais l'exercice de cette capacité, elle passe par la possibilité de l'énoncer, de parler, je pense, donc d'être reconnu. Je pense que c'est ça qui est absolument essentiel. Aujourd'hui, il y a une expérience, puisque là, que je ne connaissais pas, mais que j'ai, à travers le travail que je fais sur les universités populaires, par exemple les universités populaires des parents, qui reposent effectivement sur des actions portées par des groupes de parents dans des quartiers populaires, et de ce point de vue-là extrêmement importantes,
est vraisemblablement très riche, en tous les cas de ce que j'ai pu en lire. Oui, par exemple, c'est quelque chose qui commence à maturer dans le planning. Ouais. C'est vrai que nous qui travaillons sur l'éducation à la Ouais. sexualité, on a très peu investi. Là, on a une brochure en Ouais. direction des parents, c'est la première fois depuis Mm. je ne sais pas combien d'années. Alors qu'il y a eu à un moment donné, quand Ouais. en 75, Ouais. Simone If avait vraiment Ouais. lancé Ouais. l'idée que les questions qu'on porte devaient être dans toute la société. Ah oui, bien Elle sûr. travaillait avec les comités d'entreprise, il y avait des animations sur la contraception dans les comités d'entreprise au moment de la cantine, Oui. il y avait on en parlait à l'éducation nationale, et avec les parents. Et les parents, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a porté, on a défendu le fait que les enfants avaient aussi le droit d'espace privé. Oui, absolument. Et du coup, on a Mais c'est un peu viré les parents. Et aujourd'hui, on se rend compte avec tous les débats qu'il y a dans la société. C'est le même problème que la mixité, quelque qu'il part. faut réintégrer aussi les Ouais. parents, peut-être sur les accompagner à être parents et, Oui, c'est et à ça. accepter aussi Oui. que leurs enfants aient Et des les- espaces de liberté, Oui. mais que ce ne soit pas eux qui fassent tout, mais Oui. peut-être le travailler avec eux et peut-être avoir un regard moins critique ou peut-être Oui. moins distant avec les parents. Et je pense qu'on a raté, et on le voit, comment les mouvements anti-éducation à la sexualité ont eu prise Ben oui, à travers sur les les parents. Oui. parce Bien qu'on sûr. n'était pas là non plus. Oui. Et que ce travail-là, Non, on l'avait mais pas je- fait. c'est- Je pense oui. qu'il y avait une certaine méfiance, distance vis-à-vis des parents et qu'il y a assez peu d'expérience qui a été vraiment... il y a eu des expériences concrètes, mais on l'a assez peu formalisé, réfléchi. Oui, le problème, c'est effectivement dans tous les espaces d'éducation, de redonner aussi une place aux parents, de réévaluer la place des parents dans le système éducatif, puisque notre système éducatif, il a été aussi très largement construit contre les parents, contre les savoirs locaux, contre les savoirs familiaux, alors que il est important aussi d'associer les parents. Effectivement, c'est un point de faiblesse. Aujourd'hui, on le voit très bien, effectivement, dans les débats pas stupides qui naissent autour de la circulaire sur l'éducation à la sexualité à l'école, où il n'y a rien de révolutionnaire. Mais je pense que c'est aussi un manque de confiance. Il me semble que ça, derrière, au fond, on a eu des discussions, par exemple, sur la présence des enseignants dans les interventions au milieu scolaire. Oui. C'est comme si on avait peur que on voulait ces jeunes qu'on rencontrait, c'est comme s'ils nous appartenaient là tout d'un coup, on les gardait et on leur donnait la bonne parole, alors qu'en fait si les enseignants, si l'infirmière, ils vont entendre ce qu'on dit, ils vont pouvoir aussi acquérir, discuter et puis voir que c'est plus productif et aussi. que ces jeunes finalement ils voient bien que ces questions-là on peut en parler devant tout le monde, mais je pense que c'est un peu aussi un changement, c'est de se dire que les gens ils sont autonomes, on leur donne des outils, ils font ce qu'ils veulent avec. Au lieu d'être dans une posture, on leur transmet la bonne parole et ils font comme on leur dit. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut, on a du mal un petit peu avec ça. On a du mal, effectivement, alors, sur la question question de... qu'ils fassent comme nous. Alors pour les jeunes, c'est un peu plus compliqué parce qu'en plus, le moment de la jeunesse, c'est le moment de la séparation avec les parents. Donc il y a besoin aussi de préserver des espaces qui soient libres et de l'intervention des enseignants et de l'intervention des parents. C'est-à-dire de ce qu'on appelle aussi le tiers-lieu éducatif ou le tiers éducatif. C'est-à-dire on n'est ni dans une situation de transmission de savoir qui est, l'objet de l'école, ni dans une situation de filiation et d'identité familiale. On est dans un espace où le jeune peut se construire effectivement comme sujet autonome, comme personne responsable, comme acteur, où on lui laisse la possibilité, mais c'est vrai, de pouvoir dire, de pouvoir agir et aussi de pouvoir raconter. Je pense que ça, c'est absolument essentiel. Ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant par rapport aux parents et à la façon du regard porté sur les parents. Parce qu'en même temps, au sein de l'association, tout le monde est parent. Oui. Donc, il y a une sorte de pas tout le monde, oui, mais il y en a partie. beaucoup qui sont parents. Et donc, il y a une espèce de schizophrénie qui s'installe. C'est-à-dire qu'on est parent quand on est en dehors de l'association et on n'est plus parent quand on fait l'éducation à la sexualité. Donc là, c'est quelque chose oui, c'est un point aveugle quelque part dans le processus, dans le travail.
Et je pense qu'il est effectivement très important, mais tout en effectivement, si on travaille surtout avec des publics jeunes, il est absolument essentiel que ces jeunes puissent se construire de façon autonome et indépendamment, comment dire, de la famille. Enfin. C'est vrai, moi je pense qu'il y a aussi une réflexion. Si on fait ça avec les personnes, il faut qu'on fasse aussi ça entre nous. Oui, c'est-à-dire à tous les niveaux. Comment nos espaces régionaux et nationaux s'inspirent de la même vision. Ils sont dans la même démarche. Mais tout le monde est aujourd'hui confronté. Mais non, parce qu'effectivement, c'est pas tellement dans nos habitudes culturelles, donc c'est pas. Et puis, oui, tout le monde cherche aujourd'hui des solutions. Alors après, vous me demandiez de vous donner des exemples Alors après, effectivement, sur le modèle que l'on peut défendre, il y a... au niveau local, c'est facile. C'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué quand on se passe au niveau régional ou au niveau national. Donc ça nécessite... Alors après, il y a des expériences qui sont différentes. Il y en a qui se positionnent comme plateforme d'initiative nationale, c'est-à-dire qu'ils laissent une très grande liberté à leurs entités locales dans la construction de leurs actions et de leurs programmes, dans leur programme d'action. Donc ça, c'est un modèle. Pour moi, le système qui est notamment... par exemple, c'est une association à laquelle je participe, c'est la FEV. La FEV, de ce point de vue-là, ils fonctionnent très très bien puisqu'ils laissent une très grande marge de manœuvre. Ils mobilisent des bénévoles et avec une large part pour l'initiative. Donc c'est une plateforme professionnelle qui permet de mobiliser de l'action, de l'expérience, des savoirs au niveau des territoires. Alors après, ça pose toute une série de problèmes, mais ça c'est autre chose. Mais par exemple, il y a le mouvement rural de la jeunesse chrétienne MRJC qui, d'un certain point de vue, me semble totalement exemplaire parce que tous les 4 ans ou tous les 5 ans, eh bien, d'autant plus qu'eux, ils ont la limite d'âge, donc au bout et qui est appliquée de façon extrêmement rigoureuse, parfois même violente. C'est une violence, on est obligé de quitter quelque chose dans lequel on s'est investi. Donc, régulièrement, à travers leurs congrès nationaux, je ne sais plus quel est le rythme de ces congrès, on refonde l'association quelque part. C'est-à-dire on reprend tout à zéro pour ceux qui sont... avec ceux qui viennent derrière. Alors voilà, donc il y a la question de la rotation des responsables, des professionnels. Donc c'est quelque chose de difficile aussi à partir du moment où ça devient un métier, que ça entre dans... voilà. Parce que je pense qu'on ne peut pas se poser la question d'aller vers plus d'horizontalité, de reconnaissance des compétences de chacun et que ça n'ait pas d'impact sur l'organisation de l'association elle-même. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase-là, nous, c'est-à-dire qu'on a cette volonté, on a fait notre université populaire à Rennes, on a fait participer, on voit que ça commence à émerger et qu'on a vraiment cette préoccupation en se disant de toute façon, c'est pas avec nos petits bras de planning qu'on va changer la société tout seul, donc il faut qu'il y ait des personnes qui sont avec nous, puis des partenaires, etc. Mais après, si on reconnaît cette compétence sur le local, comment est-ce qu'on met à l'intérieur, qu'on reconnaisse aussi la compétence, voilà. Et ça, c'est un travail à faire, peut-être c'est un travail de refondation pour notre congrès. Mais je pense que c'est une réflexion, qu'est-ce que ça produit dans l'organisation interne de l'association de changer notre rapport. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est-à-dire que tous les réseaux associatifs se posent à cette question, même du rapport du national et du local, y compris en termes financiers. Souvent, il y a des grosses associations où finalement, on ne comprend plus très bien à quoi sert le national. Donc là, c'est un défi, je pense, de notre temps, c'est-à-dire de revoir effectivement nos modes de fonctionnement au sein des associations pour conserver effectivement ce dynamisme. Alors, encore une fois, je pense que la logique de refondation régulière est une logique tout à fait intéressante en disant finalement il n'y a aucun acquis, hein, on remet tout à plat et ensemble, chacun en fonction de sa position, de son histoire, développe un projet, redéfinit les priorités, etc.